Marine Scullier, Pierre Yernaud, bonjour. Vous êtes sur une chaîne qui s'appelle La Voix du Yéti. Pouvez-vous vous présenter succinctement ? Ouais, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc moi c'est Pierre et j'ai 34 ans et je suis architecte d'intérieur, on va dire engagé. Bonjour, moi c'est Marine. Je suis aussi architecte d'intérieur et j'ai 30 ans. Ah, tu as osé le dire ? Incroyable. Merci d'être là. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer pour la première fois sur une capsule brute. J'ai tout de suite accroché à votre concept. J'ai appelé mon homologue et ami Thierry Croix qui est présent aujourd'hui et on aimerait vous parler aujourd'hui du greenwashing, du recyclage, de l'écologie, mais plus largement de la place de l'humanité dans le monde et de votre façon de voir un peu vers quoi nous allons dans les années à venir. Ouais, un truc léger, quoi. C'est ça, exactement. Tout en légèreté, exactement. C'est ça. Plein de bonheur. Donc, cette troisième guerre mondiale, Exactement. où est-ce qu'on en est ? Alors, première question, pouvez-vous nous raconter un peu, Atelier 80, comment c'est venu, la genèse, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous le faites et où vous en êtes aujourd'hui ? Donc Marine et moi, on s'est rencontrés dans notre ancien travail. On avait fait les études au même endroit, on s'était croisés dans les couloirs, mais on n'avait jamais, il y avait jamais eu. Il y avait une question de longs cheveux. C'est ça, exactement. J'avais des cheveux plus longs qu'elle à ce moment-là. Il n'y a pas eu cette étincelle, et puis on s'est rencontrés à un autre ancien travail. De mon côté, il y a eu une étincelle quasiment directe, une porte de chambre d'hôtel qui s'est claquée au visage. Après, une bouteille de tequila, une bouteille de vin, l'étincelle a eu lieu. Et en fait, Atelier 80, on l'a créé... On y a réfléchi pendant le Covid. Ouais, je pense que pour beaucoup, ce premier confinement, ça a permis de retrouver du temps pour des choses qui ont des vraies valeurs. Un lien avec la nature aussi. Passer du temps dans le jardin parce qu'il faisait beau. Ouais, c'était principalement ça aussi. Je rebobine. Ouais. Vous faisiez quoi juste avant ? C'était quoi votre job ? On était... donc moi, juste avant, j'ai été menuisier, et puis j'ai dû me reconvertir rapidement, et donc on était concepteur dans un magasin d'aménagement sur mesure. On a fait ce job pendant 5 ans. Donc salarié, freelance, salarié, c'est un truc classique. Vous gagniez combien à l'époque ? Vous faisiez combien d'heures par semaine ? Ça se passait comment votre vie juste avant ça ? Alors, juste avant ça, donc il faut savoir que pendant les 5 ans, on a bossé là. Moi, on était tous les deux concepteurs au départ. Je suis passé chef des ventes. Je crois que le terme, j'ai jamais accepté ce terme-là tellement qu'il y a chef dedans, il y a vente. J'avais énormément de mal. Puis après, je suis passé responsable magasin. On travaillait trop, beaucoup trop, pour des choses... C'est quoi trop ? Parce que, voilà, c'est quoi trop ? C'est 8 heures par jour, 6 heures, 12 heures ? Je pense que dans des périodes fastes, tu dirais combien, toi ? On faisait plus de 38 heures, ça c'est certain. Compter, on n'a jamais vraiment compté, mais on décrochait jamais, en fait, c'est oui, surtout ça. On n'avait pas de pause, on était tout le temps. Est-ce que le client va signer ? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour demain ? On a combien de rendez-vous ? On connaissait notre agenda, mais c'était vraiment une pression, cet agenda. Je pense que la vraie problématique aussi, c'est qu'on avait beaucoup d'affection pour notre patron. Il avait beaucoup de défauts, mais énormément de qualités. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer. Et donc, on avait beaucoup d'affection pour lui, mais lui, c'était un peu comme le patron de Jurassic Park. C'est-à-dire, je dépense sans compter. Et donc, il dépensait l'argent avant même qu'il arrive sur les comptes. Et comme nous, on avait une vue là-dessus parce qu'on avait un lien particulier avec lui, on était toujours dans cette pression de pouvoir que son aventure puisse continuer. Et donc, on avait cette pression permanente parce que tout reposait sur nous pour la rentabilité de ce magasin. Attends, je questionne. Ouais. Vous aviez une relation particulière, ça veut dire que vous aviez une relation de confiance avec lui, vous étiez très proches, un peu comme des associés mais salariés finalement, et donc les comptes étaient transparents, il vous disait ce qu'il voulait, vers quoi il se projetait, sa vision était assez claire malgré tout, et donc derrière tout ça il y avait quand même tout un tas de coches qui casaient bien en disant mais on se sent libre, on se sent écouté également par rapport à nos aspirations, etc. C'est ça ? Qui a vraiment visé juste, c'est vraiment ça. Ouais. Et en fait, par contre, au premier confinement, pour revenir un peu au départ, c'est qu'on a vraiment ralenti le rythme. Et on s'est rendu compte de la vraie valeur des choses. Il y avait une conscience écologique qui était déjà présente depuis pas mal de temps, mais qui a commencé à prendre de plus en plus de place dans notre vie.
Et en fait, on s'est rendu compte que on gagnait très bien notre vie. Oui, on avait une chouette relation avec ce patron, même s'il y avait des hauts et des bas comme toujours. Mais il manquait du sens, en fait, dans notre métier, un vrai sens. Il manquait nos valeurs, en fait, Ouais. qu'on n'avait pas vraiment le temps de mettre en place. Ouais. C'était le temps qui nous manquait. Est-ce qu'il y a un élément concret qui, à un moment, tu sais, tire la sonnette d'alarme? Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui Un se passe qui déclencheur. fait que, Pour, putain, on est à côté? pour la transition ou pour le côté écologique? Mais quand tu dis pendant le confinement, on s'est rendu compte de, ok, Ouais. c'était quoi l'élément déclencheur de ça? Une pomme est tombée de l'arbre, vous étiez assis. Non, et- c'est juste que tu ralentis complètement le rythme et t'as plus le nez dans le guidon. Et sortir le nez dans du guidon, c'est essentiel parce qu'en fait, à un moment, t'as des œillères et tu t'es de plus en plus focus sur quelque chose, mais tu vois pas autour. Et le confinement, pour nous, a été tellement agréable parce qu'on a une chance incroyable d'avoir une maison avec un grand extérieur. Et donc, en fait, on adaptait nos horaires, on travaillait à l'extérieur parce qu'il faisait magnifique. C'était surtout ça, en fait, c'est de prendre le temps, se dire on travaillait le matin et l'après-midi, on était dehors. Et cette prise de conscience qu'on pouvait ralentir le rythme, travailler quand même, moins, mais après, on avait cette récompense de pouvoir être dehors. Et ça, c'était magique, en fait. C'est ça. C'était les meilleurs moments, c'était être dehors. En fait, on travaillait de plus en plus tôt pour pouvoir aller de plus en plus vite Et à l'extérieur. Ouais, donc je reformule pour voir si j'ai bien compris. Mhm. Vous étiez dans ce travail avec ce patron où finalement à la base c'était super parce que vous vous êtes rencontrés là, vous travaillez, vous êtes amoureux et vous bossez ensemble Mhm. avec un patron qui vous ouvre les portes un peu de sa boîte. Et puis le déclencheur c'est le Covid, vous devez vous arrêter, vous continuez à vous occuper depuis chez vous et l'après-midi vous sortez et vous vous dites mais en fait c'est ça la vie. Mhm. Mais alors ensuite le déconfinement, vous retrouvez votre patron. Vous lui avez, moi je me mets à votre place, je me dis mais tiens on va l'inviter à bosser différemment. Non, tu peux pas bosser différents. C'est des dans modèles ce métier. économiques en fait qui font que tu as tellement de charges fixes mensuelles, tu as tellement de pression des fournisseurs, etc. que tu dois continuer dans ce rythme et tu peux pas avoir une vision qui est différente. C'est impossible. On a essayé d'intégrer une meilleure gestion des déchets, on a essayé d'intégrer plein de choses, mais c'est pas possible. Ces modèles économiques ne sont pas basés et la transition est beaucoup trop compliquée, surtout quand tu as beaucoup de paramètres à prendre en considération, beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants. C'est excessivement complexe. Tu veux dire que ton employeur, finalement, n'est pas indépendant, il est devenu dépendant du système et du modèle dans lequel il est rentré. Tout le monde est totalement dépendant du système. C'est clair. Je veux dire, et même en sortir, on pourra en discuter un peu plus longuement après, mais par exemple, mon frère a décidé, lui, il a une rupture beaucoup plus brutale, est parti vivre en quasi-autonomie en Auvergne, mais on l'a rendu visite et on voit quand même que dans tous les cas, tu es dépendant du système, quoi que tu fasses. Tu peux essayer d'en sortir. C'est comme toute la notion, on pourra en parler aussi, des maisons autonomes et tout ça. Pour moi, il faut rester concret. C'est une vaste blague. Une maison autonome n'existe pas. À partir du moment où on va mettre des panneaux photovoltaïques, on n'est pas autonome. On est peut-être autonome pendant 5, 10, 15 ans. Le jour où on est en panne, on n'est plus autonome. Vous n'avez pas vu ce documentaire de ce type aux États-Unis qui vit dans le désert et qui a fait des maisons qu'avec du recyclage, qu'avec des pneus, etc. Les Earthship. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Donc ça, c'est de l'autonomie ou bien pour toi, non? Ben non, parce qu'il y a de l'autonomie si par exemple il n'a pas accès à de l'électricité. À partir du moment où on a un panneau photovoltaïque, on a une éolienne, etc., on n'est pas totalement autonome puisqu'on est dépendant d'une technologie qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que, à part si tu es une personne qui arrive à concevoir toi-même tes panneaux photovoltaïques autour de ton périmètre de ta maison, alors oui, donc de près ou de loin, tu as besoin à un moment donné d'un produit transformé qui vient de la société. C'est ce que tu vas dire. Tu as un livre maintenant qui est passé dans le domaine public, qui a été publié et écrit par l'État français il y a plusieurs décennies, et qui était le mode d'emploi pour la vie en ruralité, et qui t'explique comment avoir, pour les fermiers, qui essaie un peu le mode d'emploi, comment avoir une maison autonome, mais je te parle de 1900 et des, comment t'occuper de tes poules, comment soigner une vache, comment faire pousser une courgette, un concombre. Est-ce que là, on est quand même... Parce qu'il n'y a pas tellement de technologie. Enfin, on parle d'un livre qui a été édité dans les années 1900. Non, bah, c'est sûr que là, on va s'en rapprocher, mais on aura toujours une forme de dépendance. Alors, il y a des dépendances qui sont saines, la dépendance à nos voisins, aux agriculteurs autour de chez nous, etc. Et après, on va parler de la dépendance à la Chine ou à d'autres pays qui vont nous fournir en matières premières, etc. Là, on est beaucoup moins dans une relation saine, on va dire. Ok.
On revient à ce moment, vous êtes pendant le Covid, là vous prenez votre décision pendant le Covid, le déconfinement n'est pas encore arrivé. Non, on ne prend pas de décision Non. parce que indirectement on retourne dans le système. Ouais. On est retourné, on a repris, mais C'est vrai. à mon grand mécontentement, mais on est retourné dans quelque chose qu'on connaissait. Et c'était une routine qu'on a eu du mal de lâcher, même si indirectement moi j'avais besoin de lâcher ce système. On a quand même continué parce que c'est un confort, on sait ce qu'il y aura demain. Combien vous gagnez à ce moment-là net? Net, les deux cumulés, si on prend nos avantages, c'est-à-dire les voitures qu'on avait, les PC, les trucs, si on additionne tout, 3, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 9 000 9 000 net. 9 000 net par mois. Ouais. C'est pas mal. Mais en fait, Vous aviez des bagnoles? ouais. C'est ça. Et en fait, c'était tellement complètement démentiel qu'en fait, on devait interdire aux concessionnaires que notre patron revienne pour ajouter des options sur les voitures. Ah ouais, c'est lui, il voulait le fast, quoi. Il dit, Ah oui. il voulait vraiment. Mais c'est- Il pensait qu'en étant dans le confort. C'est pas un reproche. J'ai dit Non, vraiment, ça c'est pas partait du d'une tout. très Ouais. bonne intention. C'est un pattern, il a un pattern comme ça où il se dit je suis le patron, il bosse bien, je gagne ma vie avec eux, il faut qu'ils aient le meilleur. Quoi. Exactement, Ouais, c'est vraiment tout à ça. fait. Et il veut vous gâter. Ouais, vraiment. Ouais, Et c'était pour lui, vraiment il pas, fait bien forcément. Bien sûr. Et là vous vous dites bah, ok, mais en même temps on n'a pas besoin de ça, c'est ça? On n'avait pas besoin de ça, mais on les appréciait quand même. Mais À ce moment-là, Ouais. avec le recul, c'est clair que Tu les roulais en voitures... quoi pour citer la marque? en fait, moi au départ, ma première voiture de société, c'était la voiture que à ce moment-là je rêvais. Donc j'avais une Audi S1, 240 chevaux, voilà, c'était la dernière de Belgique. En plus, il me l'avait trouvé et tout, un vrai bonheur. On me l'a volé à 10 000 km. Puis quand il m'a proposé une autre voiture, il voulait aller à l'extrême et j'ai dit non, on va prendre quelque chose d'un peu plus soft. Marine elle était en Mini Cooper S John Works full option. Donc, Vous rentrez vraiment dans le modèle quoi. Hein. Ah oui, malheureusement, on rentrait dans le modèle. Et en fait, c'est surtout, au-delà de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que plus tu vas avoir des besoins et plus ça sera important. J'avais à ce moment-là aussi une passion pour les montres. J'ai commencé par Des automatiques. une première montre mécanique, quelque chose de pas terrible. Puis après un peu plus haut. Puis après je me suis payé ma première Omega. On vous cite plein de marques ici aujourd'hui, c'est la fête. Et en fait au moment où j'ai mis mon Omega, j'étais super content. Et un mois plus tard, je voulais une Patek Philippe quoi. Et en fait après j'aurais eu une Patek Philippe peut-être un jour et j'aurais voulu encore plus gros, encore Il n'y plus avait gros. plus de limites, en fait. Et en fait on prenait plus aucun plaisir à tout ce qu'on possédait. Et donc voilà, on est content d'avoir peut-être un peu touché très légèrement ou effleuré un peu ce rêve absolu que tout le monde a, mais heureusement on s'est vite rendu compte que c'était pas essentiel. Ouais, c'était pas ça qui nous rendait heureux, en fait. Non. Ok. Et puis, C'est bien de l'avoir vécu pour se rendre compte, mais ça ne sert à rien d'arriver à ça pour être heureux, en fait. Vraiment. Et pour comprendre T'es votre moins situation de l'époque, donc il y avait ce confinement, vous aviez ce confort de vie, Mhm. et en termes de contraintes financières, est-ce que pour vraiment se dire, est-ce que vous aviez des prêts, est-ce que votre maison était en crédit, est-ce que aussi vous aviez quand vous avez décidé d'arrêter, est-ce que vous avez papa maman parce qu'ils sont blindés, je connais pas, voilà, quelle était votre situation pour vraiment se mettre avec vous et comprendre un peu. On a acheté notre maison en Très rapidement. 2019. Ça faisait un an qu'on était ensemble. Ça faisait un an qu'on était ensemble, donc clairement on était avec une maison avec des crédits et autres. On a acheté une maison qui était à l'abandon depuis 5 Ouais. ans. Pour donner un peu une idée de comment l'état de cette maison, nos mamans respectives l'ont visitée séparément. Elles ont toutes les deux eu la même réaction en sortant. Elles sont toutes les deux sorties en pleurant. Tellement la maison était à l'abandon, la maison a eu 5 fois la mérule, mais nous l'idée c'était de sauver un patrimoine d'un village, c'était la maison du médecin du village, on était tombés amoureux de cette maison, on savait qu'elle n'était pas rationnelle pour nous parce que c'était une grande maison, mais en fait on a été pris aussi dans ce jeu d'enchères où la personne face à nous allait la détruire détruire. l'entièreté de la maison, et nous c'était une maison où il y avait haut patrimoine dedans, beaucoup de choses encore anciennes. Donc on n'a pas voulu, et donc On on n'a s'est pas voulu battu lâcher. pour cette maison de façon totalement irrationnelle. Notre situation à ce moment-là nous le permettait, mais depuis, en termes de transition, on a toujours cette maison, mais c'est juste qu'on vit différemment, tout simplement. Ok. Mais alors, moi, j'ai une question parce que quand on a ce genre de choses où on se bat pour une maison, pour autre chose, c'est qu'on a derrière un scénario, on va dire le happy scénario, tu sais, où dans sa tête on imagine si on réussit, on fait ça, ça, ça. C'était quoi à ce moment-là, vous, votre scénario dans votre tête? Moi je dirais que c'était la maison de notre vie. Vraiment.
La maison familiale, principalement. Donc, Et puis on est architecte d'intérieur, c'est quand même notre boulot à la base d'avoir une maison. Le lien avec notre maison, il est fort. Et tous les gens qui rendent visite dans notre maison, ils savent le lien qu'on a avec notre maison. Alors pour beaucoup de personnes, ils vont dire c'est de la brique, mais nous, c'est notre refuge aussi. C'est là où on se sent bien, c'est là où on a des fois honte de le dire, mais le premier confinement, pour nous, ça a été le plus beau. On n'a jamais vécu une période aussi incroyable. On était à 2 avec nos animaux. C'était tellement... on était bien. On était vraiment très bien. On n'avait pas de manquement, donc on était vraiment bien dans notre bulle, tranquille, avec notre jardin. D'ailleurs, jamais sortie, c'était trop marrant, parce qu'en fait, Marine n'est jamais sortie, donc elle n'a jamais été à l'extérieur pendant le premier confinement. Donc elle a, pendant, je sais pas, il a duré 2 mois, 3 mois. Elle n'est jamais sortie pendant cette période-là. Elle est restée dans la maison. Mais elle était ultra heureuse, quoi. Et vous faisiez quoi alors? C'était quoi vos activités quotidiennes? Pendant le confinement, on travaillait le matin, quand on avait encore la possibilité de travailler pour le magasin. Et puis, on faisait les petites finitions qu'on n'avait pas eu le temps pendant les gros travaux. On allait dehors. On a beaucoup l'extérieur. On a fait beaucoup l'extérieur, parce que l'extérieur, c'était quelque chose c'était pas prévu, hein. Il faut se le dire, c'est que ça a quand même un budget. Et on a beaucoup bossé dehors. On est un peu hyperactif aussi. Hein. Oui, on avait besoin de faire des choses dehors. On a réussi à un peu dompter la nature qui avait repris ses droits. Hein. Ça faisait plus de 10 ans que ce jardin n'avait plus eu de soins, et donc on a essayé de rendre ça le plus viable pour nos animaux, etc. Donc depuis, on a des poules. C'est ça. Donc vous, votre lien, c'est vous êtes plus sédentaire que nomade. Ouais. Au fond de vous, c'est plus on trouve un endroit et on s'y pose. Oui. Il y a ce côté sécuritaire aussi. Hein. Oui. On est des gens très sensibles aussi, un peu très émotionnels, et donc ça nous permet d'éviter beaucoup d'agressions extérieures. Notamment aujourd'hui, on est à Bruxelles. Il faut savoir que nous, Bruxelles, si on reste plus de 8 heures dans Bruxelles, je pense qu'on n'est vraiment pas bien. Vous avez un jardin avec des murs? Oui. Ouais, ça ne donne pas. Donc, architecte d'intérieur, jardin avec les murs, on est dans le modèle. C'est OK. C'est chouette. On vient à ce moment-là. Vous reprenez quand même malgré tout le travail, déconfinement, et là, Marine, tu te dis, bon, on y va. Et il se passe quoi? Comment ça se passe, si on veut filmer la situation? La reprise a été... Il y avait tellement de taf. Facile, parce qu'en soi, le travail était là, il y avait du boulot, on retrouvait les clients qu'on n'avait pas vus pendant le confinement, donc on retrouve les relations avec les gens. Voilà. C'est un secteur qui a explosé après, parce que comme les gens étaient enfermés chez eux, ils ont investi dans leur intérieur. Ils ne sont pas partis en vacances. On était complètement noyés de travail. Mais là où Marine a pris la meilleure décision pour nous, c'est qu'elle a dit, Pierre, en 2022, c'est fini. À partir du 1er janvier 2022, quand on est en vacances, et on tient nos 38 heures. C'est fini de mettre notre vie... pas de téléphone, parce que moi j'étais tout le temps avec mon téléphone à répondre à des mails, etc. Et elle dit, c'est fini. À partir du 1er janvier 2022, on arrête. La meilleure décision, je pense que là, c'est toute ta faculté d'analyse Et donc, on fait une première fois des vacances, on déconnecte complètement du monde, on se retrouve en Italie au milieu des forêts, dans les montagnes, génial, avec nos chiens, etc. Un vrai bonheur. Dans une zone non touristique. Sans réseau presque. Sans réseau, avec... Vous êtes genre logé en tente, ou c'est quoi votre truc pour qu'on imagine bien? On a été logé chez l'habitant, et eux avaient compris, c'était des vieilles personnes, et on discutait juste le matin. Ils avaient compris qu'on avait besoin de... Voilà, ils venaient caresser notre chien, et puis c'était tout. On avait vraiment besoin d'une coupure, et donc en fait, au final, on s'est rendu compte qu'on n'a même pas été manger au resto. On a été voir rien autour, parce qu'on pouvait juste traverser de l'autre côté le lac et aller dans les zones touristiques et voir des choses. On l'a fait une fois, mais on a fait demi-tour parce que même notre chien n'avait pas envie de voir des gens. Donc on a fait demi-tour, on est revenu. On allait juste chercher de quoi manger, on cuisinait nous-mêmes, donc on était vraiment coupés. Même notre famille n'avait pas vraiment de message. J'ai juste envoyé un petit message à maman pour dire on est vivant, tout va bien, tout se passe bien, parce que sinon il y allait avoir la police qui a débarqué. Mais sinon, on a eu une vraie coupure où on a lu des livres, on s'est posé, on a regardé la nature, Vous regardez beaucoup, hein. On sent que le lien est vraiment puissant, parce que vous vivez ensemble tout le temps, on pourrait se dire. Non-stop. Mais vous êtes vraiment, c'est aussi
quelque chose que vous avez découvert en vous rencontrant, parce que j'ai l'impression que ça aussi, c'était une nouvelle dimension dans votre vie. La notion des individus, mais du couple, est très forte. Ouais, d'autant plus pour moi, on va peut-être pas spécialement entrer dans le détail, mais moi, avant Marine, j'avais clairement renoncé à être en couple. J'avais vécu 2 aventures, on va dire 2,5 même. C'est pas une demi-personne, je vous rassure, mais 2 choses quand même très violentes d'un point de vue psychologique. Donc j'avais renoncé, clairement. Tu t'étais dit, c'est pas pour moi. Ouais, clairement, j'avais vraiment renoncé, et Marine a débarqué dans ma vie, et je pense, et c'est dingue, tu mets quelque chose d'assez juste, le côté fusionnel, c'est-à-dire qu'il y a des fois où Marine, ça arrive encore cette semaine, elle me dit, mais tu me l'as pas dit. Et en fait, moi, j'ai tellement l'impression qu'on est connectés, qu'il y a des fois des choses que je lui dis pas, mais j'ai l'impression de lui avoir dit, en fait. Vous êtes en pâte l'un avec l'autre. Hein. Ouais. Et on est super complémentaires, en fait, aussi. Oui. Comme par exemple la maison, on revient là-dessus, mais tout ce qui est réflexion autour de l'aménagement, même de la déco, on n'a pas besoin de se concerter, en fait. Alors qu'on est tous les 2 architectes d'intérieur, qu'à la base, on a nos propres affinités, on a nos propres spécialisations dans notre domaine, mais en fait, on n'a pas besoin de se concerter. Elle pourrait changer complètement la déco du jour au lendemain. Bah, je l'ai fait. Dans la chambre. C'est vrai. Dans la chambre, il est revenu, j'avais changé la couleur, ou j'avais modifié une partie du mur. Voilà. Ouais, donc voilà. Mais donc des fois, ça peut être terrible, parce que moi, j'ai vécu aussi en couple avec quelqu'un, et je reviens j'étais en appartement à l'époque, j'étais assez jeune, et en rentrant, j'ouvre la porte, la couleur était différente, j'ai dit, excusez-moi, je pensais que j'étais pas chez moi. Je peux dire que c'est pas toujours bien vécu. Mais pour vous, ça passe, ça coule, quoi. Ouais. Parce qu'on fait on a les mêmes goûts, donc c'est assez facile, en fait, le changement, prendre quelque chose, acheter un mobilier. J'étais en brocante, j'ai acheté une sellette, je savais d'office qu'il allait l'aimer, donc voilà. Il n'y a pas de... Donc voilà cette harmonie, vous êtes en vacances en Italie, vous avez déconnecté, vous réalisez déjà qu'à un moment donné, il faut prendre du recul. Et après le retour, il est brutal. Et il est encore plus brutal avec le départ de mon frère. Puisque mon frère, en fait, lui, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Il était ébéniste, menuisier charpentier. Et lui, en fait, a très très mal. Et il est vraiment en rupture totale avec la société, beaucoup plus que nous. Beaucoup plus radical en tous les cas dans ses positions, et lui a renoncé, en fait. On va dire qu'il a un peu perdu espoir dans le système, et donc ils sont partis à 3 avec ses associés en Auvergne. Donc pour moi, ça a quand même été compliqué parce que j'ai beaucoup de liens avec lui. C'est un peu une sorte de modèle pour moi. C'est l'aîné? Pardon? C'est le frère aîné. C'est l'aîné, ouais. Moi, je suis le plus petit. Entre nous, on a un frère que j'aime beaucoup, mais on a moins de points communs. Donc là, l'Italie, c'est mai 2022. Mon frère, son départ, c'est juin 2022, juin-juillet. Et puis octobre 2022, on repart en vacances, on recoupe. Et puis là, c'est la grosse rupture. Là, c'est vraiment la grosse rupture. On vient au travail, premier jour. C'est des choses j'ai une très mauvaise mémoire, mais il y a des choses qui seront marquées, et il y a un détail qui sera marqué à jamais dans ma tête. Il y avait beaucoup de tension dans l'équipe. J'étais responsable de l'équipe. Avant mes congés, j'avais une réunion avec une des employées, et beaucoup de problèmes de gestion. Elle l'a excessivement mal pris. Moi, ça faisait 5 ans que je me battais pour l'équipe, pour qu'elle se sente bien et épanouie. Je reviens, gros problème dans l'équipe, et mon patron est là, et je le regarde, je lui dis, est-ce que tu me soutiens dans la problématique qu'on est en train de vivre ici? Et en fait, il a baissé les yeux. Et ce simple geste, où je me dis, mais ça fait 5 ans que je me bats pour lui, qu'on se bat pour lui, pour faire tourner sa boutique. Simple geste, c'est un point de non-retour. Et donc là, j'ai dit, c'est bon, je démissionne. Oui, c'était quelqu'un qui était plutôt pour gâter, mais qui n'aimait pas les conflits, qui était plutôt fouillant par rapport à ça. Il fallait que tout aille bien. Je sais pas, je pense que c'est un conflit qui prenait des grosses proportions, et moi je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur. Plus qu'autre chose, et donc il savait pas gérer, donc il n'a pas agi. Et je pense aussi il a un petit peu, peut-être, c'est toujours des suppositions, mais on est plutôt, on a pris quand même. On n'a plus de contact avec, donc c'est. Ouais. Mais je pense aussi qu'il avait peur. Il a commencé à prendre peur du contrôle qu'il nous, du pouvoir qu'il avait donné
au sein de son magasin, puisqu'en plus, lui n'habitait même plus en Belgique à ce moment-là. Et puis, il a peut-être aussi senti le vent tourner, parce qu'on recommençait à amorcer Atelier 80, puisqu'on avait justement fait un questionnaire en août pour comprendre les demandes des clients potentiels. Donc peut-être qu'il a senti le vent tourner. Enfin, voilà. Ça, je le remercie énormément d'avoir baissé les yeux. C'est complètement dingue. Parce que c'était un déclencheur. C'est la pomme de l'arbre, c'est la question que tu as posée tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. Vraiment. Et là, à ce moment-là, il baisse les yeux, et là, tu te dis quoi? Là, je dis c'est time, je veux même plus me battre. Et, ok, d'accord, pas de souci, je démissionne tout de suite. Je laisse tomber. Voilà. T'as démissionné à la seconde après où il a baissé les yeux. Tu lui as dit je démissionne. Oui, bien sûr. Wow. Et tu le savais qu'il allait démissionner? Non. Ah, donc c'est pas tellement connecté quand même, quoi. Mais ça a été tellement vite. Oui, c'était net. Pour toi, tu savais que c'était. Alors, dit comme ça, c'est violent, mais après, on a appelé Marine pour qu'elle vienne. Moi, j'étais en pleurs. En fait, moi, j'étais pas au courant de la problématique qui avait été mise sur la table. Parce que moi, ça fait 5 ans que toute la pression était sur mes épaules. Ça faisait 5 ans que je me battais pour que l'équipe se sente bien et épanouie. Et puis, on me met un couteau dans le dos au moment où je pars en vacances. Et la seule personne qui aurait dû me soutenir, parce qu'il me connaissait depuis le départ, il baisse les yeux. Et j'ai dit, mais... Et donc, voilà, clairement, moi, c'était plus possible. Et maintenant, avec le recul... Mais donc, à ce moment-là, toi, t'es pas encore au courant. Donc, il y a un moment où tu prends la nouvelle. On te dit, il démissionne. Il se passe quoi, là? Dans ta tête, il se passe quoi? J'ai été soulagée. C'est bête, mais quand on est arrivé dans la voiture, c'était un soulagement. Je me suis dit, plus de mail, plus de téléphone. Tu l'attendais, toi? T'attendais qu'il passe à l'acte? Tu l'espérais inconsciemment? Oui, inconsciemment. Ouais, elle le vivait mal. Marine, elle le vivait mal. T'as démissionné en même temps? Non. Toi, t'as continué à bosser, là? Non, j'ai pas continué à bosser, j'ai dû amorcer le coup. Ouais. Elle était... Ouais, il faut quand même... Ça a été compliqué. Ça a été une période compliquée aussi pour elle. Donc, elle s'est mise en arrêt maladie pendant quelques temps. À nouveau, on a redemandé à notre patron de prendre une position par rapport à elle, et donc de prendre un peu ses responsabilités et de simplement la licencier. Il l'a refusé, donc elle a dû démissionner aussi, tout simplement. C'est ça. Voilà. Et donc, mais vous aviez le karma, il y a quand même une histoire de karma, c'est que à force, enfin, pendant ce moment-là, un moment, après la tristesse, il y a eu un moment de haine et de colère. Et en partant, je lui ai dit, par contre, je te fais une promesse. Dans 6 mois, ton magasin est fermé. Et dans 6 mois, sans n'avoir rien fait, son magasin a vraiment fermé. Parce que, ben voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose, une trahison. Et donc, ben voilà, c'est... La roue tourne. Ouais, la roue tourne. Et puis, en fait, vous étiez les chenilles ouvrières, c'est vous qui teniez, en fait, la structure. Et puis, si lui, à ce moment-là, était déjà dégagé à un moment donné, peut-être que tu t'es dit, ça marchera pas. Ton histoire, elle tournera pas si tu continues comme ça, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, parce qu'on savait très bien que c'était nous qui avons permis de pouvoir maintenir à flot mais même pour lui, je pense que c'était une bonne chose, et je le dis de façon un peu plus violente, mais je pense que clairement c'est une bonne chose pour lui. De toute façon, lui était presque à la retraite. Et donc, de toute façon, on l'a vu aussi, même pour lui, c'est peut-être aussi ça, on l'a vu physiquement, que les 5 ans de cette aventure, ça lui a pas... ça a vraiment beaucoup marqué physiquement. Et donc, on voyait que c'était pas quelque chose qui était aussi bénéfique pour lui. Ok. Il y avait une belle histoire qui fonctionnait, mais finalement, c'était pas si bon que ça pour les gens, les uns et les autres. Mais alors, du coup, et tu l'as dit, en parallèle, vous aviez déjà lancé les questionnaires pour Atelier 80. Atelier 80, ça existait déjà. Qu'est-ce que c'était? Vous en étiez où? On avait dessiné sur un post-it un logo. On avait, il y avait pas vraiment de qu'est-ce que c'était. Il y avait quelque chose, mais on savait pas encore. Il y avait une envie. On voulait faire quelque chose où on avait le contrôle sur ce qu'on voulait faire, sur les valeurs qu'on voulait véhiculer, etc. Et donc, on savait en fait qu'on avait besoin de quelque chose qui était 100% nous. Et c'est ça, Atelier 80. Mais on n'avait pas encore la forme, on n'avait pas encore la finalité. Même comme ça évolue encore chaque jour, puisque la forme réelle, Atelier 80, c'est le 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Comment ça se... Racontez-nous cette histoire-là. Donc là, on rentre à la maison. C'était fin octobre. Fin octobre. Et puis, on se met directement dans le dynamisme de faire
de le faire. On savait qu'on avait besoin d'un lieu pour travailler, on avait besoin qu'il soit chez nous et on avait besoin de pouvoir le rendre indépendant de notre vie quotidienne. Donc on rénove rapidement la dernière pièce de notre maison pour en faire notre bureau. Je dirais même qu'avant ça, on a eu besoin de faire un break. On a été beaucoup travailler dans le jardin. Ouais. On s'est un peu défoulé, déchargé. C'est vrai. On a vidé notre compost, on a refait pas mal de On choses. a fait le poulailler, on a fait le potager, on a fait la serre. On a- C'est super intéressant ce que vous dites là parce que c'est une étape importante. Ça veut dire qu'avant vraiment de repasser à autre chose, il fallait décharger. Hein. C'est le mot Oui. que tu as employé. Mhm. Il fallait que ça se décharge, il fallait que ça décante, il fallait... Ouais, on a eu besoin, dans tous les cas. Même si on était déjà en train de se dire, il faut préparer ça pour le C'était bureau. un expire et tu savais tu sais qu'il faut inspirer après, mais là, Oui. t'étais dans l'expire. Oui, vraiment. Ok, On avait d'accord. besoin de ça. Mhm. Comme ça, on avait préparé la saison suivante. Le bureau. Pour le potager surtout. Ouais. Et le bureau. Donc on savait qu'on pourrait cultiver sans souci, qu'après notre journée de travail, on allait se dire à 17h, hop, on va un petit peu dans le jardin, on fait des petites choses, on prépare les semis, on fait ça. Mhm. On savait qu'on avait notre travail et puis après, hop, on passait dans le jardin. C'est ce qu'on voulait en fait. Vous aviez déjà ces compétences-là de jardinage, de pouvoir faire pousser ses propres légumes, tout ça Non, Ici, toi, oui. moi oui, j'avais des souvenirs de mon grand-père, de mon papa, donc oui. Et de toute façon, ça a toujours été une forêt même dans la maison. Ça veut dire que là, hier, il y a une personne qui me demande, et vous avez beaucoup de plantes vertes dans votre intérieur? Au dernier calcul, on en est plus d'une centaine, donc c'est un peu une jungle chez nous. Mais oui, elle est excessivement douée avec les plantes. Et donc, Et ont des souvenirs de ton grand-père, des souvenirs de ton père. Donc c'est-à-dire que déjà petite, tu aimais aller avec eux. Je passais mes journées dehors plus qu'à l'intérieur. Ma maman était toujours, allez, il faut que tu lises au moins un petit peu dans ton livre quelques pages et puis tu vas dehors. C'était toujours ma récompense. C'est la récompense. Et puis tu vas dehors. J'avais besoin de sortir alors que ma sœur était plus à l'intérieur. Moi, j'étais dehors. On était les deux opposés à ce niveau-là. Donc vous aviez fait cette transition, l'idée déjà de planter des légumes en vous disant, on va essayer d'être un maximum autonome par rapport à notre alimentation, le fait d'être chez nous avec ses murs. Ok, ça c'est assez clair. Et du coup, pour toi est venue aussi l'idée du bureau, de pouvoir séparer. c'est important, c'est toutes ces 5 ans qui nous ont permis de nous dire on a besoin d'avoir une frontière. Et la frontière, maintenant, c'est notre bureau. Et ça veut dire que là, ça fait 2 mois qu'on déborde un peu, il faut parce qu'on a la marque de meubles qui prend un peu de temps, mais là, on s'est promis qu'à partir de novembre, on revient sur le vrai rythme. Mhm. Et c'est ce qu'on avait tenu pendant 6 mois, c'est 9h, 17h dans le bureau, à travailler. Et à 17h, on passe notre temps à l'extérieur, dans notre potager, nos poules, etc. Et ça, on a un vrai équilibre quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on fait un métier qui nous passionne, qui nous prend en tripes, et à 17h, on décroche et on fait une autre activité qui est essentielle pour nous, cette reconnexion permanente avec la nature. Et ça permet en fait de ne pas avoir de lassitude de son travail, de toujours avoir cette énergie le matin, de se lever et de se mettre devant nos écrans pour bosser. Moi, j'ai une question. Pourquoi Atelier 80 ? C'est quoi l'idée derrière, l'histoire derrière ? Atelier parce que c'était plus une relation avec nos artisans. Donc c'était vraiment, on voulait pas quelque chose bureau d'architecture, on voulait pas quelque chose de trop, Cabinet ou je sais pas comment expliquer. quelque chose de plus vivant en fait, Ouais. parce que nous l'artisanat c'est tellement important pour nous, tout ce savoir-faire, c'est des choses des fois qui sont pas valorisées, c'est-à-dire l'artisan ou même l'agriculteur, etc. C'est des métiers qui sont mal perçus. On va prendre une classe d'enfants et ils disent les métiers de leurs parents. Tout le monde va dire ton papa il est avocat. Je n'irai pas, c'est des beaux métiers, médecin, etc. Et puis l'agriculteur, c'est un peu, désolé du terme, c'est un peu le bouseux de la classe. Alors que pas du tout. C'est celui qui nous permet de vivre au quotidien, c'est celui qui nous alimente. Pour moi, agriculteur, artisan, ébéniste, c'est les plus beaux métiers du monde. Moi, j'ai fait 7 ans de menuiserie. Si je pouvais, je le ferais encore et je prends encore beaucoup de plaisir à prototyper nos meubles. Et donc c'est ça le côté un peu artisanal qu'on voulait utiliser avec Atelier. Et puis 80, en fait, c'est le numéro de notre maison. Ouais. C'est là où tout a débuté. Et donc voilà, on trouvait qu'Atelier 80, c'était vraiment la belle Le bon façon. départ. Ouais. Ok. Et du coup, donc là, vous avez ce bureau est là, les légumes poussent. Ça a été facile. Comment ça s'est fait? Vous avez fait quoi? Quel a été votre cheminement?
Facile, oui, parce qu'on était sûr de ce qu'on voulait. Après, Pierre a beaucoup a fait la partie que moi j'aime pas. Aller vers les gens, prospecter, expliquer. Il a beaucoup taffé là-dessus. T'as été vendeur en fait. Vendeur, c'est pas le bon terme. Il a. Non, C'est un commercial. mais non, mais Il a donné la bonne parole, je dirais. Non, mais si on parle là-dessus. En fait, moi, ça me prend au trip parce que les valeurs qu'on véhicule avec Atelier 80, clairement, il y a un terme qu'on utilise beaucoup pour le moment et qu'on n'en a pas encore discuté, mais c'est l'éco-anxiété. Moi, clairement, et Marine aussi, notre éco-anxiété entre 2020 et 2022, ça a commencé à prendre une place énorme dans notre vie. On était conscient des enjeux planétaires. On a lu des livres passionnants. J'ai lu le rapport du GIEC, le rapport des UPBS, enfin tout ça. Et en fait, pour nous, Atelier 80, c'est une forme de thérapie aussi. C'est-à-dire être dans l'action, même à une toute petite échelle. Oui, mais vous êtes anxieux parce que vous vous instruisez. Si vous regardiez simplement le JT des mainstream, vous ne seriez pas anxieux. C'est parce que vous êtes trop intelligent, en fait. Vous lisez un rapport du GIEC. Il faut pas faire ça. Tout le monde le sait. Non, mais Je préférais le 2 parce que le premier est un peu... Ouais, non, nous, on a ce lien avec la nature depuis tout petit. J'ai grandi à la campagne profonde, Marine aussi. On a toujours été tout le temps à l'extérieur par tous les temps. Donc la nature, on l'a vu évoluer. C'est-à-dire que cette année, c'est quand même d'une profonde tristesse qu'on a dû nous-mêmes aller féconder nos courgettes, quoi. Donc on devait aller avec un petit pinceau parce qu'il n'y a plus d'abeilles, quoi. Alors ok, on est dans la zone, on est malheureusement à la frontière avec le nord de la France, donc on est sur la zone où on utilise le plus de pesticides. Mais quand on regarde notre jardin qui fait, la partie réellement jardin fait 11 arts, elle est quand même bien arborée, etc. On n'a pas vu une abeille presque, quoi. C'est une déprime. Enfin, il faut quand même remettre dans le contexte qu'on a réussi en quelques années à éradiquer 2/3 des insectes. Quand même, c'est complètement hallucinant. En l'espace de quelques dizaines d'années, on a éradiqué 2/3 de nos mammifères. On est quand même l'espèce la plus destructrice qui n'a jamais habité la Terre. Et ça, à un moment, il va falloir quand même que les gens en prennent conscience. Mais il y a des courants de personnes qui disent mais c'est pas grave, la technologie nous sauvera. La technologie ne peut pas tout, elle va pas nous nourrir. Tu vas me l'énerver, je le sens. Ouais, non, alors la technologie. Alors déjà, de toute façon, nous, la technologie, on est déjà pas friands, mais ça a été prouvé que dans tous les cas, il y aura pas de découplage. C'est pas la technologie qui nous sauvera. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on a essayé, qu'on a tenté des choses. C'est juste malheureusement impossible que la technologie nous sauve. L'IA fait des belles images, mais ça ne permet pas de manger. C'est ça. Et donc vous étiez dans cette démarche-là, donc éco-anxieux. Vous avez vraiment envie de rallier vos gestes à l'esprit, de vous aligner finalement. Vous avez créé Atelier 80 et du coup, Atelier 80, c'est quoi? C'est comment? Ça fait quoi? Tu le fais bien, vas-y. Deux pôles d'activité distincts mais super complémentaires. Donc la partie architecture d'intérieur, on s'occupe de nos clients aussi bien particuliers, professionnels, à aménager leur intérieur de façon saine, durable et respectueuse de l'environnement. Alors l'environnement direct et indirect. Et puis notre nouvelle aventure, c'est notre marque de meubles. Les prémices de cette marque, c'était comment créer le meuble le plus durable possible, un meuble qui prend soin de la santé de son utilisateur et de la planète. Alors c'est un peu un peu utopiste, etc. Mais donc voilà, et à force de réflexion dans le parcours de la création de cette marque de meubles, au début on s'était dit on va créer du mobilier avec des matières ultra locales et des artisans locaux, mais c'était pas encore assez fort pour nous. Il y avait encore du compromis, etc. Et à force de rencontres avec plein de gens incroyables, notamment Bertrand chez Hollywood, enfin tous des gens comme ça assez passionnants, on s'est dit mais en fait on est face à une mine incroyable de matières premières, de gisements de matière qui va nous permettre de repousser notre créativité et donc on a décidé en fait de créer du mobilier à partir de matières recyclées ou upcyclées. Donc en fait si on veut être très percutant, et c'est souvent comme ça que je le présente quand j'ai envie d'être percutant, on fait du mobilier à partir de déchets et on vous le garantit à vie.
Et c'est au niveau prix ensuite, c'est pour les gens riches ou bien tout le monde peut se le permettre? Parce que tu vois, donc forcément, à contrario, t'as Ikea, pour citer les marques, hein, on Ouais, continue. bien Hein. sûr. Et puis là, t'as une table à 5 balles. Et donc, Ikea, à la base, c'était de se dire, pourquoi est-ce qu'il y a que les gens qui ont les moyens, les nantis, qui peuvent se payer le design? Donc il s'est dit, on fera des meubles, mais ce sera en carton. Et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. Ça veut dire que là, actuellement, en Europe, chaque année, on va jeter 10 millions de tonnes de mobilier. Et ce mobilier-là, de façon spécifique, c'est un mobilier qui n'est pas revalorisable. Parce que c'est des mobiliers qui sont excessivement complexes, avec beaucoup de matières qui se mélangent, etc. C'est du carton et de la colle. Exactement. Nous, on a envie de revenir à un mode de consommation qui est beaucoup plus vertueux et qui a une forme de poésie, c'est-à-dire celui de nos grands-parents. Nos grands-parents, quand ils sont installés, ils se sont mariés, on leur a donné du mobilier, on leur a offert du mobilier, et toute la vie, ils l'ont gardé et puis ils l'ont donné en héritage à leurs enfants. Et nous, on trouvait ça vraiment merveilleux et on a vraiment envie de revenir à ce mode de consommation, entre guillemets, parce que maintenant, ce qu'on appelle le turnover, donc le remplacement de son mobilier, il y a lieu tous les 10 ans. C'est complètement illogique et c'est insoutenable. On peut aménager son intérieur et conserver son mobilier toute la vie, et c'est ce que nous, on veut prouver avec nos meubles. Mais c'est vrai qu'en termes de prix, il y a un référentiel à changer. C'est-à-dire qu'on prend notre table basse, elle va coûter 730 € TTC. Mais par contre, Léonie, on va vous la garantir à vie. Et donc vous allez la garder toute votre vie, elle va vous accompagner toute votre vie. Léonie, elle a une histoire. Et si on prend l'addition des différents meubles qui vont se succéder chez nous pendant toute notre vie, mais Léonie, en fait, est moins chère qu'une table basse de chez Ikea, par exemple. Et c'est beaucoup plus facile à prononcer que Klustukt, par exemple. Voilà. Exactement. Exactement. Et vous êtes venu d'ailleurs avec un meuble. On est venu avec Roger. Et donc Roger, par exemple, pour sa petite histoire, donc Roger, donc c'est le tabouret bas. Alors le piétement, il est toujours en bois pour Roger. Celui-ci a par exemple une histoire, c'est une personne qui démontait un escalier en hêtre et donc il a proposé à notre artisan de récupérer le bois, et grâce à ce bois récupéré, on a pu faire le piétement de Roger. Le plateau de Roger, il est disponible dans 3 matières différentes. Ici, on a une des matières les plus problématiques de notre civilisation, c'est le plastique. Et donc on a décidé de travailler avec le plastique pour montrer qu'on peut revaloriser le plastique de façon saine et durable, mais son plateau à Roger est disponible en plastique, en pierre bleue et en bois aussi. Et donc c'est toujours de la matière qui était vouée à être jetée, si possible peu revalorisable. Et donc voilà. Et pour dire en termes de local, Roger c'est le plus mauvais élève. Ça veut dire qu'entre l'origine de sa matière, ces 2 artisans, et chez nous, il a parcouru 80,4 km. Lui, c'est le plus mauvais élève. Si on prend Roger, mais en version totalement bois, lui, il va faire 8,5 km entre l'origine de sa matière, son artisan et chez nous. Et dans ce cas-ci, par exemple, le plateau de Roger, en plastique, c'est 57 bouteilles de lait en plastique qui ont été revalorisées. Et donc, vous avez des partenaires, des associés qui travaillent au recyclage, un menuisier qui bosse le hêtre et qui te dit, tiens, là, j'ai du matériel que tu peux récupérer, etc. C'est ça, de le revaloriser. Tout à fait. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on fait plein de rencontres au quotidien. C'est-à-dire que là, par exemple, on travaille avec Belle Albatros pour la partie plastique sur Bruxelles. On travaille avec Gaudi Rambeau pour la pierre bleue sur Écosine. Et on travaille avec Hollywood à Mons pour la partie bois. Et on a plein de chouettes rencontres. On mettra tous les liens. Bien sûr. On a Simon qui est un jeune qui est passionnant, qui a décidé de lui s'attaquer à la problématique des coquillages, parce qu'on s'en rend pas compte, mais notre consommation de crustacés a un impact énorme sur les déchets, et donc lui a eu la pertinence de se dire, tiens, je vais aller toquer à la porte des Lunch Garden et je vais aller récupérer les coquilles de moules et je vais en faire un matériau pour les designers. Et donc, il est en train de finaliser son projet. Donc, Simon a hâte, ouais. Mineralio. C'est un jeune qui est passionnant. Il y a plein de choses. C'est ça qu'on aime dans notre nouveau métier, c'est qu'on fait des rencontres passionnantes. Là, par exemple, où je porte une collaboration avec Jean de la marque Lucide. Jean, c'est un peu comme toi. Il nous a connus via la vidéo brute. Il m'a appelé le lendemain.
le contact est super bien passé directement. Et puis, à force de là, on dit, tiens, on va faire notre crowdfunding. On cherche des contreparties, ça t'intéresse. Et donc Jean, en fait, Jean, lui, il a attaqué un domaine tout aussi problématique. Nous, on fait le fast design, on va dire. Lui, il fait la fast fashion, qui a un impact encore plus lourd sur notre planète. Et donc, lui a décidé de produire des vêtements uniquement avec de la matière recyclée. Donc là, on est à 50% de polyester et de coton. J'espère que je dis pas de bêtises. En recyclé. On l'invitera comme ça, il rectifiera au cas où. Super, il pourra me taper sur les doigts, très bien. Et donc voilà, il y a plein comme ça d'initiatives qui sont ultra intéressantes et ça aussi c'est notre plaisir au quotidien il y a tellement de belles personnes en fait dans ces valeurs que au final on fait que des chouettes rencontres et ça c'est dingue. Alors du coup, parce que tu disais au début de l'interview que on dépend d'un système et que c'est compliqué, que c'est difficile de sortir. Mais quand j'entends, il y a plein de personnes, il y a plein de choses qui se font. Qu'est-ce qui me manque alors ? Il est où le souci ? Si tout ça existe, qu'est-ce qui est difficile ? C'est quoi qui est difficile ? Pourquoi tout le monde ne fait pas comme vous ? Mais en fait, par exemple, il faut accepter beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut accepter à revenir à quelque chose de la sobriété. Mm-hmm. Vous ne gagnez plus 7 000 € net ? Non. On veut même plus. C'est même plus simple, c'est qu'on n'en veut plus parce que nous, notre plaisir maintenant, c'est nos animaux, c'est notre potager, c'est nos clients, parce qu'on va malheureusement encore les appeler un client, mais nous, on adore nos clients. On se plaignait énormément de nos clients dans le passé parce qu'on tenait un magasin, donc des fois on avait des clients qui étaient plus compliqués à gérer, tous les clients qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'était tellement sous la pression aussi, tout le temps. Que ce soit pour eux ou pour nous, c'était pression. Et donc, au final, les relations étaient toujours tendues. Que ici, en fait, c'est des autres démarches. Vous pouvez même boire un café ensemble et discuter, par exemple. Alors, on a même beaucoup de mal à ne pas toujours les tutoyer, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, la plupart de nos clients nous le demandent, en fait, au final, et on passe des super bons moments avec eux, on les accompagne, et c'est... Mais non, mais grâce à ça, puis au fait que vous communiquiez bien et que ce soit bien, que vous surfez sur une vague quand même, parce qu'on peut en parler un peu, on surfe sur cette vague de greenwashing, il faut absolument maintenant que tout soit ESG, sinon c'est pas ESG compliant, ça marche pas. Vous allez gagner beaucoup d'argent, et puis vous pourrez embaucher des gens, et puis comme ça vous pourrez acheter des bateaux, et puis avoir acheté une usine. Non, parce que c'était aussi des réflexions qu'on a faites. Est-ce qu'on produit nous-mêmes notre mobilier ? Et on a construit un plan pour pouvoir construire nous-mêmes notre mobilier. Alors on voulait intégrer des valeurs sociales, etc., en prenant des gens qui étaient décrochés du milieu de l'emploi, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'on allait retomber dans le même système. C'est-à-dire travailler trop, avoir trop de charges, trop de stress. Et en fait, c'est encore un des meilleurs choix qu'on a fait. C'est-à-dire ne pas produire nous-mêmes. Parce qu'en fait, ne pas produire nous-mêmes, ça nous permet d'aller à la rencontre de plein d'artisans ultra passionnants. Ça nous permet aussi d'être libre au niveau de la matière. Ça veut dire que là, on travaille le plastique, le bois et la pierre naturelle. Et demain, on va travailler le coquillage avec Simon. Après-demain, on va peut-être travailler les sangles avec Damien de chez Retrival qui nous a fourni des sangles. Ouais, mais on a un souci. Je vous arrête. On a un problème, c'est que vous mangez vos légumes. À un moment donné, donc vous ne devrez même plus payer de prêt hypothécaire aux banques. Vous avez des t-shirts de chez Lucide qui font que vous ne devrez pas racheter des t-shirts prochainement. À un moment donné, vous ne participez plus à la société, à la consommation. Bien sûr. Ça va poser un souci, ça. Comment il faut penser aux autres, il faut que vous puissiez dépenser, gagner beaucoup pour dépenser beaucoup. Bien sûr, plus de potager se partagent, les bonnes idées pour acheter des t-shirts de gens se donnent au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut entretenir. Vous allez me dire qu'en plus, quand vous avez du temps libre, vous pensez à votre village et que vous participez à des événements. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a de très 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 chouettes voisins. On adore les voisins. Mais du coup, vous n'avez pas de thérapeute ? Donc vous n'êtes pas médiqué, vous n'êtes pas sous médicaments, sous Prozac C'est comme ça, je me casse. Non, mais alors, il y a beaucoup de... Alors, on était à un débat politique qui était organisé par CAIA, donc Coalition des éco-entrepreneurs, les shifters et Canopéa. Et donc là, il y avait 4 représentants. Juste pour préciser, les shifters et Canopéa, c'est des organismes qui proposent des solutions pour un avenir plus durable, pour faire un peu simple. Et donc il y avait plusieurs représentants politiques, dont Jean-Marc Nollet, aide-moi,
trou de mémoire. Boucher. Georges-Louis Boucher, etc. Et Des belles pointures. des belles pointures. Des gens intelligents. Mais en fait, là, il y a quand même quelque chose. Alors, il y a quand même quelque chose qui est ressorti et qui est un peu en lien avec ce que tu disais, c'est que, et c'est Georges-Louis Boucher qui disait ça, c'est que est-ce qu'il y aura un parti politique qui osera se positionner sur la décroissance, sur un monde beaucoup plus pertinent, beaucoup plus en lien avec la nature? Malheureusement, il faut être conscient que, et c'est triste, c'est que si un jour il y a un parti politique qui vient se positionner, si moi je décide de faire un parti politique et que je milite pour la décroissance, la frugalité, la robustesse, pour utiliser plein de termes comme ça, bah je suis sûr que j'aurai très peu de personnes malheureusement qui vont voter. Parce Mais que... l'écologie faisait pareil avant. Quand les écologistes ont commencé, il y avait très peu de personnes qui ont voté pour eux parce que les gens les prenaient pour des rigolos. On pensait que le monde n'était pas fini, on pensait que on pourrait stocker les déchets et que la technologie nous sauverait. Donc ça, c'est ce que tu dis est vrai parce que c'est peut-être avant-gardiste. Mais il n'y a aucun parti au jour d'aujourd'hui qui a un vrai programme en lien avec nos limites planétaires. Non, ils veulent être élus. Est-ce que c'est un vrai manque de programme ou c'est juste un manque d'ADN et de valeurs? Un manque de courage. Clairement, c'est un manque de courage et c'est un manque aussi de connaissances. Il y a des gens qui ont théorisé des mondes alternatifs tout à fait pertinents et qui peuvent fonctionner. Le dernier en date, c'est quand même Timothée Paric. Je vous invite tous à lire Ralentir ou périr. C'est une vulgarisation de la décroissance. C'est passionnant. Et clairement, lui a montré qu'une alternative était tout à fait envisageable. On supprime la pub. Donc, par exemple, c'est ultra radical, mais on supprime complètement la pub. Là, au débat, on proposait de limiter la pub, mais là, lui propose de la supprimer définitivement. Et tout l'emploi perdu pourra être alloué à des choses qui ont beaucoup plus de sens. L'agriculture, par exemple, revenir à une vraie agriculture, une agriculture régénérative. Avec des vraies graines dont tu ne devras pas payer Des graines reproductibles aussi, ouais. Parce qu'on est quand même arrivé dans un système où les agriculteurs vont acheter des graines qui ne permettent même pas de reproduire par la suite. Donc chaque année, ils doivent réacheter des graines. C'est comme les plants perpétuels. Ouais. C'est une galère à trouver. Par exemple, nous, on a du céleri perpétuel, donc on n'a plus besoin de s'occuper du plant, il est là. C'est excessivement difficile de trouver des Ce genre plantes. de choses est retiré du marché parce que c'est pas intéressant. Oui. Or que... On revient à une chose, c'est important qu'on ne le loupe pas. Vous êtes en train de faire un crowdfunding. Racontez-nous ça. Alors, C'est parce qu'il y tient. c'est ça. Donc prenez de quoi noter. Pour la marque de meubles, pour qu'elle soit totalement libre, on a décidé d'être indépendant financièrement de cette marque. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on gagne et qu'on va gagner avec ce crowdfunding sera exclusivement reversé pour prototyper des nouveaux meubles, donc développer ce projet. On a la partie architecture d'intérieur qui nous permet... Qui nous fait vivre. Et cette marque de meubles, on la voulait vraiment sans aucun compromis. On a décidé de travailler avec une plateforme belge locale qui s'appelle Growfunding, donc comme grandir, parce que on a eu un super bon feeling avec Elodie qui nous accompagne dans la création de cette campagne. Donc la campagne, elle a commencé le 7 septembre. On aime bien le 7, c'est un chiffre qu'on aime beaucoup. Et donc l'idée, c'était d'amorcer le début de ce projet et de demander à la communauté de nous aider, de nous accompagner dans le développement de cette marque. Et donc chaque euro de bénéfice qui sera généré par cette campagne permettra de prototyper des nouveaux meubles. Donc ça a commencé le 7 septembre. Au jour d'aujourd'hui où on tourne, on est 30 jours plus tard, 29 jours plus tard. Et on a la chance, et on remercie tout le monde d'avoir atteint déjà le premier palier, donc les 109%. Donc c'est déjà une belle réussite pour nous. Ça veut dire une belle table de salle à manger. Ouais, c'est ça, une belle table de salle à manger. On a beaucoup travaillé sur les contreparties. Donc dans les contreparties, effectivement, les gens vont pouvoir acheter un Roger, une Georges, une Léonie. On a créé une lampe spécifique à partir des chutes de Roger pour le crowdfunding. Donc juste pour spécifier, Roger c'est le tabouret, Ouais. Léonie c'est la table basse, Exactement. et alors un petit nouveau Georges. Georges, c'est le grand frère de Roger, donc c'est le tabouret haut. D'accord. Et ce sont des prénoms de la famille. C'est le grand-père, c'est... Alors il y en a un, effectivement, c'est le grand-père. Roger, c'est mon grand-père maternel. Moi, j'ai du Georges. Toi, t'as dit Georges, et puis Léonie, je ne sais même plus comment il est arrivé sur la table.
Sur Eh la bien, c'était table. la maîtresse de mon grand-père qui... On va éviter. Et par contre, ce qu'on a voulu aussi, c'est nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que cette marque, elle soit collaborative avec la communauté. Donc nous, on appelle ça la famille Atelier 80. Donc toutes les personnes qui participent, c'est des membres de la famille Atelier 80. Et par exemple, la plus belle, la contrepartie la plus élevée, c'est différentes choses, différentes de meubles, etc. Et cette personne qui aura contribué à ça aura son prénom, en fait. En fait, on connaît déjà le futur prénom de la table de salle à manger, puisque maintenant on va prototyper la table de salle à manger. Et ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de faire de la co-création. Que Marine et moi, on a dessiné plusieurs tables de salle à manger possibles, et c'est la communauté qui va nous aider à départager la table qui sera designée. Que ce soit au niveau de certains détails, la forme, la couleur, la manière d'agencer certains, le piétement ou autre, c'est des gens qui vont nous aider à remanier le prototype. Tout à fait. D'ailleurs, si vous pouviez arrêter de mettre des barres sur les côtés latéraux des tables, qu'on puisse mettre des gens au bout de table sans qu'ils se chopent les... C'est prévu, Voilà. c'est prévu, ne t'en fais pas. Les Dis petits juste, coups hein, mais- dans le genou. Voilà. C'est ça, ne t'en fais pas, c'est prévu. Dans votre parcours, j'aimerais bien maintenant qu'on puisse exporter le modèle pour les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il y a eu un chemin, vous êtes passé quand même par ce modèle salarié, qui vous a, je pense, quand même permis de faire l'acquisition de la maison. Mhm. Je me dis, dans votre modèle, ça aurait été difficile de partir from scratch. Peut-être pas. Et donc, je me dis, il y a tout un tas de personnes qui vont à l'usine, il y a des gens qui partent encore chez Audi, qui nous écoutent en prenant le train maintenant, dans un train bondé, qui vont se retrouver avec des collègues qu'ils aiment peut-être, où ils ont juste leur casier. Chez Toyota Valenciennes, on les salue, où ils ont 24 minutes, parce que le Toyotisme a prévu que 24 minutes c'était suffisant pour manger sa pomme. Tout un tas de personnes comme ça qui sont en train de nous écouter en se disant mais qu'est-ce que je fous encore, et puis qui regardent leurs voisins dans le train, dans la bagnole, peut-être qu'ils sont tout seuls dans leurs embouteillages, et qui est un peu comme dans Chute libre, ont envie de tout claquer. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Parce qu'en plus, je pense aussi, je fais la parenthèse, que vous êtes des personnes en colère qui vous soignez. Le sentiment que ça me donne, c'est que j'ai perçu chez vous deux. Ça se voit, moi, elle est plus intérieure chez toi, mais elle est là aussi. Vous êtes deux personnes avec une profonde colère sur ce qui s'est vécu, et vous retrouvez la paix. Une réconciliation. On a un travail qui est un peu une thérapie, et c'est surtout pour ça qu'on est ici. En fait, on n'est pas vraiment là pour Atelier 80 pour faire la propagande de notre activité. C'est aussi pour ça qu'on avait fait la vidéo brute. Alors les cuts ont été un peu trop orientés sur Atelier 80 à notre sens, ça peut paraître totalement paradoxal, mais nous, l'origine de brut, en fait, on avait on filmait pour donner l'envie et le courage à des personnes de faire un métier qui a du sens. Au jour d'aujourd'hui, on a appris beaucoup de notre activité. On n'ose plus dire à nos clients ou à d'autres personnes qu'on prend plaisir le matin à nous lever pour aller travailler, parce qu'on constate, quand on le disait, il y a un profond mal-être qui passe dans les yeux des gens. Et dire que nous, on prend un plaisir incroyable à accompagner nos clients pour avoir un intérieur durable et sain, on le fait plus. Et donc, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si le matin, vous vous levez avec les pieds de plomb au quotidien, ça peut arriver un jour ou deux, mais si au quotidien, vous vous levez avec les pieds de plomb, dites-vous qu'il est possible de reprendre le contrôle de sa vie et de faire un métier qui a du sens. C'est tout à fait possible. Oui, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, ça va être stressant de temps en temps. Oui, on va avoir des moments de doute. On en a encore des moments de doute, mais on a plein de petits événements qui nous permettent de toujours garder une attitude positive et de l'espoir en l'avenir. Alors, Et moi, je dirais, ils sont pas seuls. Il y a d'autres gens dans la transition. Par exemple, nous, simplement, discuter avec Jean, avec Simon, on n'est pas seuls. On est là pour se soutenir et s'entraider, et faire la pub d'autres, c'est pas mauvais. Donc c'est ça qui aide beaucoup aussi, c'est de discuter avec les gens. Même si je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je trouve que ça aide énormément à cette transition. Après, les gens diront oui, vous êtes en couple, vous vous aidez, mais c'est justement encore pire, parce que on n'a pas quelqu'un qui travaille en tant que salarié. Si on tombe tous les deux.
et on n'a pas de filet de secours. Oui, Et donc, et puis, voilà, il faut s'entraider avec les autres. Oui, et puis en plus, nous, on est parti d'un système où on était quand même très bien logés, etc. Et donc, on a dû adapter tout un mode de vie à quelque chose d'alternatif. Et donc, c'est envisageable. C'est pas facile, on va pas dire que c'est facile, mais nous, on y est arrivé sans aide extérieure, sans réelles économies, mais parce que... Je dirais pas sans aide extérieure, parce qu'on avait notre entourage pour nous aider. Pardon, donc, sans aide financière. Voilà, ouais. Merci pour la précision. On a un entourage incroyable, on a des familles, des amis incroyables, mais c'est possible. Et en fait, il faut juste y croire et penser que son métier doit être quelque chose d'épanouissant, de réjouissant, et ne doit pas être juste purement lucratif. Ça n'a absolument aucun intérêt. Alors moi, j'ai juste une question, et là je vais rentrer dans le côté où c'est là que les gens me détestent, hein, mais c'est pas grave. Parce qu'on voit beaucoup de plus en plus de gens comme vous qui à un moment pètent un câble, switch et vont sur quelque chose de beaucoup plus basique, on revient aux sources. Mais quand on regarde le parcours, c'est en général des gens, soit qui étaient banquiers haut placés, donc on voit des traders, on voit des médecins, on voit des... Donc il y a des situations un peu pas trop complexes, quoi, tu vois, ou bien à l'aise dans une certaine opulence, qui à un moment se disent, ok, je claque tout, j'arrête, j'ai besoin de sens, je me pose. Mais on se pose déjà, alors, peut-être pas avec des cartes bien faites au départ, mais en tout cas, on démarre au niveau 0. Quel discours tu te donnerais, parce que tu reparlais de ton gars chez Toyota, au mec qui vient de divorcer, qui a des dettes, qui lui, il compte tous les mois, qui machin, et où il a envie de se barrer, et il a envie de dire, tu sais quoi, fuck, moi aussi j'ai envie de m'arrêter, mais si je m'arrête, je crève. Est-ce que tu aurais le même discours pour ces gens-là, en disant « T'inquiète, il faut y croire, ça va pas être facile, mais vas-y » ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret où tu pourrais lui dire « Focalise-toi sur ça » Je pense qu'il y a toujours, c'est toujours possible. C'est un peu radical. C'est ma personnalité qui est souvent assez tranchée. Je pense qu'il y a moyen. Pas vu ça. Pardon. Mais c'est toujours possible, c'est toujours envisageable. Oui, le chemin sera plus long, le chemin sera plus difficile, mais c'est toujours possible. Il faut d'abord, avant tout, retrouver ce qui a du sens pour soi. Ce qui a du sens pour moi, ce qui a du sens pour Marine, ce qui a du sens pour vous, n'est pas la même chose que pour d'autres personnes. Donc, il faut reprendre le temps de se reconnecter avec ce qui est essentiel, éteindre la TV, prendre du temps pour soi, même si on est dans une dynamique, mais chacun peut au moins allouer 1 heure par jour à soi. C'est très important. Et retrouver ce qui a du sens et ensuite construire progressivement cette transition. La façon dont j'entends ça, c'est de dire, c'est un peu comme une désintoxication. C'est de se dire, comme au sucre par exemple, tu vois, c'est de se dire, désintoxique-toi, c'est déjà coupe toutes ces informations qui te bourrent la tête. Et même la personne la plus intelligente du monde ne peut pas ne pas entendre une publicité. Hein. Donc même si tu te dis, je l'ai compris, je sais qu'on me manipule, même si tu le sais, ça a un impact sur toi. Et après, s'écouter, donc faire le vide, ça c'est ce que j'entends. Et puis dans ce que tu dis, mais tiens, j'ai besoin de ça pour vivre, tu vas forcément le réinterroger, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et je crois que tu n'as pas besoin de grand-chose au final. En fait, c'est ça, hein, c'est ce plaisir de revenir vraiment à la simplicité. Et du coup, tu auras supprimé déjà pas mal de toxines, et après, tu peux vraiment estimer de quoi tu as réellement besoin, et puis faire ton pas. Mais j'ai l'impression que la plupart des angoisses de ces gens qui, pour le moment, sont pris, c'est parce que ils se disent, mais ils imaginent tout ce dont ils ont faussement besoin, et ils se sentent pris au piège avec ça. Donc, est-ce que c'est dur de pas rechuter? En fait, moi par exemple, je vais prendre mon exemple, c'est que je suis hyperactif et j'ai un besoin permanent de stimuli. Sinon, je m'ennuie. Et donc, par exemple, le smartphone est la chose la plus toxique que je puisse avoir. J'ai déjà beaucoup réfléchi à l'idée de l'abandonner. Je n'ai pas encore le courage, je le dis, de le faire. Et j'ai énormément de mal à réduire mon addiction à ça, parce qu'en fait, ça me permet d'alimenter ce besoin permanent. Mais en fait, il y a des possibilités, il y a des solutions, on peut tous y arriver. Je pense que c'est juste, comme on disait, c'est se reconnecter avec l'essentiel et pas se reconnecter à son smartphone.
Après, tu es sur ton téléphone, c'est pour t'instruire parce que tu vas lire l'article de quelqu'un, tu vas lire un rapport de quelque chose. C'est l'information rapide que tu as besoin. Après, on est quand même dans un système où on doit aussi communiquer avec les gens parce que si on se terre dans notre maison sans communiquer avec des personnes qui ont besoin aussi d'informations, voilà, le pigeon voyageur ne fonctionnera pas dans ce modèle. Donc, on doit quand même garder cette communication de par le smartphone ou ordinateur. On ne sait pas trop le quitter parce que c'est la société qui communique comme ça maintenant. Mais il faut juste trouver l'équilibre, la relation à avoir. Et puis, bêtement, on a fait des événements où, au final, on a plus apprécié de discuter avec des gens et autres. À la Maison du Design, communiquer avec des personnes qui se lancent et les aider à répondre à leurs questions, c'est beaucoup plus agréable que de par un écran. Quoi. Puis tu soulèves un point important, c'est que la technologie, on peut débattre, on peut en débattre, mais en fait, c'est une question d'utilisation aussi. C'est super juste ce que tu dis, c'est vraiment cette utilisation. On a un très mauvais usage de quelque chose qui est incroyable, c'est Internet, on a une mine d'informations qui est juste colossale, et en fait, on l'utilise excessivement mal. Je pense qu'aux dernières... Alors, je sais pas, je pense pas dire une bêtise, mais 50% du trafic Internet au jour d'aujourd'hui, c'est du porno. Alors qu'on pourrait avoir un usage tellement beaucoup plus pertinent de ça. Est-ce que tu penses que il est possible de trouver une vraie collaboration entre le retour aux sources et les nouvelles technologies? Et quand je parle de nouvelles technologies, c'est l'intelligence artificielle, le machine learning, et toutes ces choses qui aujourd'hui se développent. Et pour certains, soit c'est le diable, soit c'est le futur. Est-ce que tu penses qu'il y a un modèle possible où il y a une vraie collaboration, un vrai juste milieu entre retour aux sources et technologie? Moi, je dirais que oui. Parce que c'est quand même l'être humain qui a créé ça. Et donc, par principe, il y a moyen de bien l'utiliser en supprimant ce que je vais appeler toutes les conneries. Je pense qu'on va aussi un peu trop loin. On va un peu trop loin et on pervertit tous les usages. Oui, Internet est très bien, mais est-ce qu'on a réellement besoin de la 5G ? Je pense pas. Je pense que la 4G était déjà suffisamment performante, donc on va trop loin. Est-ce qu'on a besoin de l'IA ? Je pense pas qu'on doit développer l'IA à un large public, parce qu'on commence déjà à en voir les dérives, et voilà. Et c'est à nouveau la même chose. C'est l'usage qu'on en fait. ChatGPT, l'usage qu'on en fait. Alors, je ne connais pas en profondeur, mais ce que je constate beaucoup, c'est que l'usage de ChatGPT, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, c'est de faire de la rédaction. Alors que je trouve qu'un usage de ChatGPT peut-être plus sain, ce serait de demander de l'information, mais pas de créer du rédactionnel. Et je pense que c'est toujours une question d'usage. Mais après, il faut éviter d'aller trop loin, de pousser trop loin l'usage. Et donc, tu n'es pas anti-technologie. Tu pourrais, par exemple, dans votre modèle, dans votre maison, votre mode de vie, tu ne serais pas contre intégrer un certain type de nouvelle techno ou... Ça dépend toujours quoi. En soi... Demander à Alexa qu'elle allume ou qu'elle éteigne vos lumières. Non, ça c'est aberrant. Ça, on n'a pas. C'est aberrant. On a des jambes, on a des mains. Ouais, c'est ça. L'électricité a un intérêt. Nous, on a chacun des PC pour pouvoir travailler, faire des 3D pour nos clients, etc. Parce que c'est un vrai usage et que ça nous permet de travailler. Mais il y a plein de choses qui, pour nous... Les tablettes pour les enfants, à partir de quel âge ? Jamais de tablette pour pas les de enfants. tablette. Et c'est tout un débat. C'est tout un débat qu'on a avec Marine. On n'a pas encore d'enfants, et c'est toute notre inquiétude en fait d'arriver à comment on peut préserver sans que l'enfant se dise je suis à l'école, mais lui il a ça et pourquoi pas moi. Oui, c'est ça. C'est bonne chance. Voilà. Oui, c'est ça. C'est comment on pourra arriver à donner une éducation qui soit pas en phase avec qui ne soit pas en lien, qui ne soit pas directement avec ce système, mais ne pas créer un enfant qui soit totalement rejeté. C'est pour ça qu'à 34 ans et à 30 ans, on n'a pas d'enfant encore. Moi, ce que je retiens le plus, c'est que dans la façon dont vous travaillez avec la technologie, etc., c'est que, et dans tout ce que vous faites, vous avez décidé de créer des zones de silence. Et je pense que quand tu dis, mais tiens, je sais que je peux être accro au smartphone parce que j'ai besoin d'être stimulé, le fait d'avoir ces zones de silence te permet toujours de t'observer. J'ai l'impression que tu te mets toujours en troisième œil.
Et vous faites tous les deux, d'ailleurs. Et toi, tu observes vous-même et le couple. C'est marrant, hein. Et puis le monde. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un modèle qui vous permet de garder cet équilibre et de faire des allers-retours parce que vous doutez beaucoup. Tu dis que vous êtes radicaux. Oui, mais vous êtes toujours prêt à remettre en question malgré tout avec un autre paradigme. Jusqu'à ce que vous ayez une conviction et après vous la défendez. En fait, il y a trois mondes différents qu'on fréquente. Le monde traditionnel, le monde qui est entre deux, le nôtre, et le monde de mon frère. On a beaucoup hésité. Parce que lui, il marche tout nu en Ardèche avec ses chèvres. En Auvergne. Il est vraiment vers une sorte de déconnexion complète avec le système. Alors pas encore totale, mais on s'est posé. Maximum, oui. On s'est posé la question. On a été le voir. C'était en juin. Ouais, je crois que c'était en juin de cette année. Oui. On a été le voir en juin de cette année. Ça a été 2 semaines complètement dingues. On était en tente sur son terrain avec nos 2 chiens. Et on s'est vraiment posé la question en revenant, est-ce on a failli parvenir. J'ai même arrêté de regarder les annonces immobilières parce que clairement il y avait trop de tentations. Mais là, c'est renoncé. Et donc ça veut dire que c'est cette notion de colibri qu'on a discuté un peu précédemment en off, c'est que nous on a encore l'espoir que le colibri après permettra de faire un peu bouger les choses. D'en avoir un deuxième, un troisième et ainsi de suite, quoi. Pour ceux qui savent pas, le colibri c'est un feu de forêt qui se déclare et on a le colibri qui fait des allers-retours en prenant des gouttes d'eau. Pour essayer d'éteindre le feu de forêt, à un moment il croise une girafe, c'était une girafe apparemment, qui lui dit mais pourquoi tu fais ça, ça n'a absolument aucun intérêt, tu n'éteindras pas le feu toi tout seul avec ta petite goutte d'eau. Et le colibri lui répond au moins j'aurais fait ma part des choses. C'est un peu ça que nous on veut faire à notre petite échelle comme le colibri, c'est qu'on aura fait notre part des choses, et faire notre part des choses nous permet de garder, être dans l'action et de soigner notre éco-anxiété. Parce que je pense que par exemple mon frère à mon avis ne voudra plus jamais lire un rapport du GIEC parce que sinon, comme il n'est pas dans l'action, je pense que ça pourrait l'étouffer réellement. Ok. On arrive à la fin de notre émission. On aime bien demander, et vous êtes lecteur donc c'est bien, 3 livres que vous recommandez de façon vraiment importante, urgente. Le plus important au jour d'aujourd'hui que j'ai lu, et sans aucun doute, c'est Timothée Paric, Ralentir ou périr. Ce livre a été une réelle révélation pour moi de montrer qu'un mode alternatif est tout à fait envisageable dans le système. Et c'est ce qui me fait garder, c'est ce qui nous fait garder espoir qu'il est possible de changer de paradigme. Un deuxième, mon petit potager bio. C'est complètement rien à voir, mais prouver que c'est Mon petit potager bio. Le macramé en Amérique du Sud. C'est mignon. Mon petit potager bio. Non, mais c'est super chouette parce que on l'a jamais rencontré. Je rêverais de le rencontrer. Enfin, explique un peu. C'est un jeune, mais je ne sais plus son nom. Ouais, je suis désolé. Oui, j'ai plus le nom là tout de suite. Qui a appris avec un vieux monsieur dans son village à gérer un potager, et ses parents pour le féliciter de faire quelque chose autre que des activités, je veux dire conventionnelles, lui ont laissé un petit carré de potager dans le jardin, et il en fait ce qu'il veut. Et il apprend, grâce à ce monsieur qui n'est plus là maintenant, il a appris à retrouver ses liens avec la terre, ses salades. Il a trouvé que pour ne pas mettre des produits pour les limaces, il les met dans des pots en terre cuite suspendus à sa barrière. Donc il fait des choses, avec un tout petit potager, il arrive à générer autant de nourriture pour sa famille. Enfin, c'est juste dingue, quoi. On n'offre jamais des pousses de carottes ou bien des trucs comme ça pour les gosses, pour leur anniversaire. On pourrait, quoi. Tiens, voilà une pelle. Nous, on a été rendre visite à des amis, on a apporté un panier de légumes de notre potager. Ben oui. C'est beaucoup plus sain, c'est chouette, puis c'est gratifiant. Enfin, ça, on a bossé dur quand même pour ces légumes. Après, ils étaient super contents. Et tout le monde dit que c'est meilleur, hein. C'est ça le pire, hein. C'est que tout le monde dit mais des œufs qui ne viennent pas du magasin. Oh, le jaune est vraiment jaune. Mon 4 quarts a vraiment une couleur. Mais c'est ça, qui est dingue. On n'en a pas parlé, mais la place de l'alimentation dans notre vie a totalement changé aussi depuis la transition. On n'était jamais amateur de viande, mais on est passé complètement végétarien. Ça fait 4 mois qu'on n'a plus acheté un légume. On est en autosuffisance de légumes. C'est dingue.
On a 10 poules qui nous donnent plein d'œufs chaque jour. Elles ont chacun leur petit prénom. Donc on a une relation différente avec l'alimentation, mais ça aussi, on doit retrouver une relation différente avec notre alimentation. Ok, donc mon petit potager bio. Mm-hmm. Et c'est qu'on aurait tellement de choses encore à dire. On vous réinvitera. Vous viendrez si on vous invite. Bien sûr, avec grand plaisir. Et le 3e livre. Livre ou blog ou quelque chose à lire. Ouais. Alors, quelque chose à lire, ça c'est certain aussi, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il y a des médias alternatifs, comme ici, et qu'il y en a beaucoup qui œuvrent. Nous, chaque année, on décide de soutenir ce genre de choses. Et là, cette année, on soutient Vert, le média, un média français, qui nous donne une dose d'informations sur les enjeux environnementaux chaque jour. Ça prend 5 minutes à lire, et chaque jour, vous prenez juste 5 minutes pour lire leur newsletter qui arrive sur votre boîte mail, et vous avez un condensé de ce qui se passe d'un point de vue environnemental sur la planète. Très intéressant. Une petite goutte à chaque fois. Exactement. Une petite dose. Tout à fait. Excellent. Les 3 dernières questions. On mettra les liens de toute façon Ça va en faire. dans la description. Ça va en faire. On arrive maintenant à nos 3 dernières questions. Un grand classique. Tu veux poser la première? Je pose la première. Vas-y, parce que moi j'ai oublié, c'est quoi? Je les oublie. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez laisser? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à l'humanité? Alors, c'est un peu à l'humanité, ça fait un peu. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ah, il y a beaucoup de monde. Hein. Moi, je dirais un Georges, un Roger et une Léonie. Ah, c'est beau ça. Tout simplement. Ok, et montrer qu'un mode de vie, un mode de consommation, un mode de production alternatif et en phase avec notre planète est tout à fait possible. Alors, du coup, je prends la 2e question. Quand vous ne serez plus là, comment voulez-vous que la famille qui reste se souvienne de vous? Qu'on a fait notre colibri. Ouais. Tout simplement. Après, qu'on a donné ce qu'on pouvait à notre échelle. Et puis qu'on a toujours été là, on a toujours été là pour notre famille. C'est quelque chose d'important pour nous. C'est plus émotionnel là, donc c'est un peu plus compliqué à répondre et à gérer, mais qu'on a toujours été là pour eux, en fait, surtout aussi. Et la dernière question. Et Dieu dans tout ça? On vient tous les deux de familles très croyantes. Mon grand-père Roger était diacre. C'est un tabouret maintenant. Même Marine. On va dessus. En fait, moi, pour ma part, j'ai jamais ressenti de besoin. Je pense que c'est pour beaucoup, c'est un besoin. La religion, c'est un besoin. Et moi, j'ai jamais ressenti ce besoin. J'ai jamais été. J'ai pas vraiment. Voilà, la religion, ça n'occupe pas une vraie place dans ma vie parce que ça, c'est pas. Je ressens pas le besoin. Alors, et à la fois, vous êtes hautement spirituel. Donc, si on gommait religion, votre croyance profonde aujourd'hui, est-ce que quand on veut être un colibri, on est encore connecté au tout? Est-ce qu'on a à quoi on croit? Moi, je crois en la nature et la possibilité qu'un jour elle aille mieux. Voilà. Moi, je trouve que la beauté de la nature, elle est merveilleuse et elle est réellement merveilleuse. On a des choses totalement incroyables partout. Et en fait, on est tellement déconnecté de cette nature qu'on ne se rend pas compte de toute la richesse qu'elle peut nous apporter, du bien-être, et qu'il faut retrouver cet équilibre avec elle. Eh bien, ce sera le mot de la fin, retrouver l'équilibre avec la nature. Merci à vous, merci Pierre, merci Marine pour cet entretien. Merci. À vous. Écoute, merci à toi. Merci pour ce partage, parce que je pense en effet que c'est quelque chose où les gens en ont de plus en plus besoin. On mettra les liens pour les lectures et pour ces petites doses quotidiennes d'informations. Je vous conseille également sur Instagram un très chouette compte qui sont le côté positif qui se passe dans le monde. Et c'est un gars, ça prend 2 minutes et il donne toutes les infos positives de la semaine. Et puis je serais ravi de vous retrouver et on espère que on verra bientôt Léonie partout. Donc, ou Roger, sacré Roger. Merci beaucoup. Merci. Et toi, cher auditeur qui nous écoute, qui nous regarde, n'hésite pas à commenter, liker, partager, éteins ta télé et n'hésite pas à lire. Mais par contre, abonne-toi, ça nous aiderait bien.
Ah oui, abonne-toi à la voix du Yeti. Ouais. Et partager un maximum, c'est important. C'est vrai. À bientôt. C'est beau. À bientôt. Merci. Merci.